Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième session de Transition Site de la Fondation Braillard Architecte. Je me présente donc Panos Matsiaras, directeur de la Fondation. Alors, comme vous le savez, depuis longtemps, la Fondation Braillard Architecte, depuis qu'elle a mis en place le programme de culture et recherche The Ecocentury Project en 2016, est en train d'accompagner les acteurs, mais aussi les écoles d'architecture, d'urbanisme, plus généralement la société, dans leur volonté de lancer des projets sur la transition écologique et voir comment l'espace, comment la question de l'espace participe à cette transition, ce qui n'est pas du tout évident et ce qui n'est d'ailleurs pas la seule façon de faire la transition. Nous avons donc d'une certaine manière été un peu prémonitoire d'une tendance qui aujourd'hui est d'une manière mainstream, mais d'une certaine manière aussi, vous voyez toutes et tous, malheureusement, actuellement, le backlash anti-écologique qui nous agace, nous pose des questions sur comment il faut faire face à cette espèce de barbarie qui est en train de s'étaler sur le monde. Et justement, nous espérons que les jeunes que nous convoquons, que nous invitons ici à présenter, feront partie de la réponse. Voilà, donc sans trop m'étaler, parce qu'on pourrait parler longtemps sur les aspects philosophiques de la transition et les complexités, nous allons juste vous rappeler que cette fois, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la question de l'eau, du défi hydrologique, qui, d'une manière ou d'une autre, fragilise les territoires, les villes, l'architecture, les humains, les animaux. Et nous avons choisi parmi plein d'autres projets de diplômes, venant d'une part de Mathéo Bouton et Valentine Forestier, tous les deux diplômés de l'École d'architecture de Versailles, avec un titre qui est le suivant: Quand les glaciers ne seront plus, intervention pour une nouvelle gestion de l'eau dans la vallée de la Romanche, et une présentation de 20 minutes qui sera suivie par une deuxième présentation de Chiara Lombardi de la Monica, une architecte issue diplômée de l'EPFL, avec un titre qui est comme suit: De la résistance à la résilience, Dogaletto, un cas d'étude de l'adaptation des territoires lagunaires face à la montée des eaux, justement sur la lagune de Venise. Et nous allons donc les écouter pendant 20-40 minutes et par la suite, nous allons passer à une discussion avec une répondante, notre collègue Suzanne Estacha, architecte et chercheuse à l'INSA de Versailles, à l'École d'architecture de Versailles, qui est professeure aussi de théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Nous allons donc demander à Suzanne à la fois de commenter les deux présentations, mais aussi à ouvrir un dialogue avec les trois jeunes diplômés. Et par la suite, nous allons ouvrir cette discussion plus largement à notre public qui est ce soir nombreux. Il y a 65 personnes inscrites. Merci de votre venue aujourd'hui, nombreux et nombreuses. Donc voilà, je passe la parole directement à Matteo et Valentine pour la première présentation. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation de la Fondation Braillard. On les remercie pour cette opportunité. Pour ce cycle de conférence et avec cette thématique ce soir, territoire fragile face aux défis hydrologiques, on va parler de notre projet de fin d'études de l'école de Versailles. Donc moi je suis Mathéo Bouton et voici ma binôme Valentine Forestier. Euh, et donc, on va ainsi présenter un peu la manière dont on voit la transition écologique qu'il faut emprunter et comment est-ce que par le projet d'architecture et le projet urbain, on va pouvoir amener des questionnements et proposer des solutions dans certains domaines pour y réfléchir et commencer à faire cette transition. Et donc, pour nous, la transition écologique, c'est tous ces changements qu'on va devoir mettre en place dans nos façons de produire, dans nos façons de consommer, dans nos façons de nous organiser pour répondre aux enjeux environnementaux. Et face au réchauffement climatique, les défis liés à l'eau sont vraiment au centre de ces préoccupations. Donc, entre la raréfaction de cette ressource, la multiplication d'épisodes extrêmes et la nécessité de revoir nos modes de gestion, il devient indispensable pour nous de repenser notre rapport à l'eau
Et donc, c'est essentiel pour préserver cette ressource vitale et aussi assurer la résilience de nos territoires. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la gestion de cette ressource à travers deux approches assez distinctes, chacune à une échelle assez différente, afin de mieux comprendre les problématiques qu'elle soulève. Donc dans un premier temps, nous explorerons les enjeux propres aux régions montagneuses en nous concentrant donc sur les Alpes françaises. Donc dans cette partie, on abordera à la fois des dimensions climatiques et architecturales à travers une proposition de projet de recherche et d'exploration. Et dans un second temps, nous nous intéresserons donc au territoire lagunaire par une approche un peu plus stratégique où nous tenterons de saisir les nouveaux enjeux et les évolutions des habitudes et des modes de vie qui sont induits par la transition écologique. Donc ces deux projets n'ont évidemment pas vocation à apporter des solutions définitives, mais ils visent plutôt à expérimenter le territoire et à questionner la manière dont l'eau peut devenir une opportunité pour transformer nos espaces de vie et nos modes d'habiter. Donc, on va commencer par donc, le projet dans les Alpes. Donc, c'est un projet de diplôme, donc de PFE, comme je disais tout à l'heure, qu'on a pu faire avec Madame Stacher aussi, qui est présente ce soir. Donc, on la remercie aussi d'être là. Donc, ces recherches que l'on a fait et ces projets, ils se penchent sur l'impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers. Donc, d'où le titre Quand les glaciers ne seront plus. Et donc, de voir la conséquence que cette fonte-là va avoir sur nos modes de vie. Et donc, pour faire un peu le panel de ce qu'on va vous présenter ce soir, on va tout d'abord faire un point sur le climat en France et sur les problématiques liées à l'augmentation des températures. Une fois ces informations principales en tête, on va s'intéresser au territoire concerné, qui est notre cas d'étude, la vallée de la Romanche, pour ancrer notre exploration dans l'espace et dans le temps. Et ensuite, on va mettre en application toutes ces réflexions issues de recherches, d'interviews aussi, pour se questionner sur le sujet des pluies. Et donc, la problématique liée à l'eau ne sont évidemment pas nouvelles dans notre cas. Et certains pays ont déjà commencé à explorer des solutions pour y faire face. C'est ce qu'on verra à un moment. Et tout ce travail de recherche va nous conduire enfin à plusieurs propositions architecturales qui, en tout cas, essayent de répondre à ces enjeux dans un premier temps, ou en tout cas ouvrent des perspectives pour les usages à l'avenir. Donc nous allons commencer plutôt par nous intéresser au climat donc en France. Donc la surface en eau douce représente environ 2,5% du total de notre planète. Donc parmi cette petite fraction, ce sont les glaciers qui détiennent près de 69% de la ressource. Donc les montagnes, elles jouent un rôle assez essentiel dans l'approvisionnement en eau. En Europe, par exemple, on est environ à 4000 glaciers dans les Alpes qui alimentent des grands fleuves comme le Rhône, le Rhin, le Danube ou encore le Pô. Mais ces glaciers ne se contentent pas d'être de simples masses de glace, leur impact se fait sentir bien au-delà. Donc l'eau qu'ils stockent provient de la ligne d'équilibre des glaciers située aux alentours de 2900 mètres d'altitude. Au-dessus de cette ligne, l'eau reste gelée sous forme de pergélisol et aide à maintenir les sédiments des montagnes. En dessous, c'est toute la neige qui est accumulée durant l'hiver, qui fond en été et qui alimente par la suite les vallées et donc nourrissent les populations locales. Donc vous le savez, les températures moyennes dans le monde augmentent assez rapidement, on en entend beaucoup parler et on le voit clairement avec les glaciers et les calottes glaciaires qui fondent à vue d'œil. Si on prend un exemple assez concret, le glacier du Perito Moreno en Argentine, en seulement 30 ans, son taux de fonte a augmenté de 65%. C'est une accélération qui témoigne de la destruction progressive des glaciers, avec des icebergs qui se détachent, qui remontent à la surface et qui révèlent tout un tas de fractures internes causées par le réchauffement climatique. Cette accélération de la fonte des glaciers, c'est aussi un signe assez alarmant de la destruction progressive de nos ressources naturelles. Ouais, et donc en conséquence, on va avoir l'élévation aussi du niveau des mers, qui devient un enjeu majeur, avec des projections de montée des eaux qui peuvent varier entre 30 centimètres et 1 mètre d'ici à la fin du siècle, en fonction des différentes projections. C'est ce qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure avec la présentation de Chiara. Et donc, la fonte de la calotte glaciaire, elle peut avoir aussi un énorme impact, et ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques
avec des territoires entiers submergés sous les eaux. Mais dans ce phénomène, on n'est pas affecté seulement par le niveau des mers, on génère aussi également des événements météorologiques extrêmes. Donc par exemple, on se souvient tous des événements dévastateurs qui ont frappé Valence en dernier, qui illustrent la puissance de ces phénomènes climatiques et en plus qui vont se multiplier dans les années à venir. Et donc face à cette urgence, on a choisi de concentrer notre projet sur une problématique en s'inscrivant dans la transition écologique. On cherche à répondre à la fragilité de nos territoires à travers une approche architecturale, en repensant nos modes de vie et la gestion de nos ressources, notamment dans les zones montagneuses et directement liées à la ressource en eau des glaciers. Donc dans ce cadre de nos recherches, on a échangé avec plusieurs experts, des hydrologues, des glaciologues, d'autres scientifiques, qui nous ont permis d'affiner cette approche qu'on a. Et ces entretiens, ils nous ont permis de compléter nos données qu'on avait parmi nos recherches avec des éléments du GIEC, par exemple. On a des données clés qui ressortent et qui ont permis d'orienter notre travail. Et donc, on s'inscrit dans un scénario aujourd'hui allant de 2070 à 2100, sur lequel on va développer notre réflexion. Et donc, à l'échelle de la France, tous ces changements climatiques bouleversent progressivement les cycles de nos saisons. Et donc, à l'origine, on a plutôt un été doux et des hivers assez froids, mais modérés. Mais ce cycle-là, il a tendance aujourd'hui à se modifier et à changer. On va passer à un nombre de jours de chaleur qui va augmenter entre 25 et 65 jours en année, et puis 100 jours de gel qui provoque un allongement et une intensification des périodes de sécheresse. Cette évolution, elle affecte directement nos sols, les rendant moins perméables et plus vulnérables aux fortes précipitations qui sont de plus en plus fréquentes. Les vagues de chaleur aussi sont répétées avec l'abaissement des niveaux des cours d'eau et mettent à rude épreuve les écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce phénomène d'assèchement progressif illustre l'intensification de ces événements extrêmes, avec des répercussions à la fois majeures sur la gestion de ressources hydriques et l'agriculture, et puis sur nos modes de vie aujourd'hui. Donc, on l'a vu, les régions de montagne, elles sont en première ligne de ce réchauffement climatique et elles sont touchées notamment sur la fonte du coup de ces glaces. Le changement d'albédo, donc l'albédo, ça va être la modification du pouvoir réfléchissant des surfaces enneigées. Donc, plus une surface est claire comme la neige ou la glace, plus son albédo est élevé, ce qui signifie qu'elle réfléchit une grande partie des rayons solaires. À l'inverse, des surfaces assez sombres comme les roches ou des sols dénudés absorbent davantage la chaleur. Donc lorsque la neige et la glace fondent, ce sont les surfaces plus sombres qui sont exposées, diminuant l'albédo et absorbant de la chaleur. Donc en fait, ça va accélérer la fonte. Donc c'est un cercle vicieux qui contribue au réchauffement local des régions de montagne, affectant donc les écosystèmes, le stockage en eau sous forme de neige et de glace, et donc augmentant les risques de crues liés à la fonte trop rapide. Et donc la ligne d'équilibre dont on a parlé tout à l'heure, donc cette frontière entre la neige permanente et le pergélisol, elle va reculer d'année en année. Et donc la raréfaction des périodes de gel expose davantage ces sols glaciaires, favorisant donc les phénomènes d'éboulement et de déstabilisation des versants. Ces transformations, bien qu'insidieuses, annoncent donc des répercussions profondes sur la biodiversité et les ressources en eau de la fonte saisonnière. Donc, la dynamique des précipitations en France, elle évolue vers des extrêmes qui sont beaucoup plus marqués. Et donc, les scientifiques appellent ça l'intensification des extrêmes, avec des pluies devenant à la fois plus violentes, plus régulières, suivies de longues périodes de sécheresse. Cette alternance perturbe donc l'humidité des sols. Les périodes d'assèchement prolongées réduisent leur capacité d'absorption, rendant les terrains plus vulnérables aux précipitations qu'on dit torrentielles. On a eu un exemple assez récemment. En mai 2024, la Somme elle, a été confrontée à de violents orages, provoquant des inondations et donc des coulées de boue avec pas mal d'éléments charriés dans cette coulée. Ce qui est un exemple concret de l'extrême violence de ces phénomènes. Et ce déséquilibre croissant entre les sécheresses et les pluies intenses devient donc l'enjeu majeur dans la compréhension des risques climatiques et de leur gestion territoriale.
Et donc, avec toutes ces données, toutes ces recherches, toutes ces interrogations auprès de scientifiques, on en est venu à nous infiltrer dans un territoire que beaucoup de gens connaissent s'ils aiment skier, parce que c'est en bas de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, donc la vallée de la Romanche, qui est donc ce territoire à la fois entre l'Isère et les Hautes-Alpes, avec pour plus grande ville le Bourdoisan, et qui a une route qui mène vers Briançon. Et donc c'est une vallée assez riche dans son histoire, qui est assez vieille, qui a connu une exploitation de la houille blanche avec des industries hydrauliques, et à la fois une grande implantation de l'agriculture dans à la fois des terrasses et puis dans les vallées qui sont plus agricoles. Donc la rivière qui est en son centre dans la baie de la Romanche, c'est la Romanche. Et justement, elle prend sa source dans deux glaciers qui sont nos cas d'étude ici, donc le glacier de la Platte des Agneaux et le glacier de la Meije, qui sont très intéressants parce qu'on voit qu'il y a une fonte très rapide et qui est assez alarmante de ces glaciers. Ils fondent en moyenne à 8 mètres par an. Et donc les scientifiques, ils ont un constat clair, c'est que d'ici 2050, la masse glaciaire de ces glaciers, elle pourrait diminuer de moitié. Et puis la tendance extrême pourrait même atteindre 75% de pertes d'ici 2100. Et donc cette fonte, elle a des conséquences directes dans l'approvisionnement en eau dans la rivière. Et puis elle touche aussi les populations et les écosystèmes qui sont autour de cette vallée. Il y a des secteurs clés qui dépendent de cette eau. On en a parlé avec les barrages, par exemple, hydrologiques. On a aussi toute la façon de faire l'agriculture qui va être modifiée. Donc, il va falloir s'adapter. Ça signifie repenser les domaines d'activité, ajuster nos pratiques et plus largement modifier nos modes de vie face à ce manque d'eau qui est à venir. Donc, pour comprendre un petit peu la fragmentation du territoire et la topographie, ainsi que les usages que nous offre la vallée, on a un petit peu décomposé ce territoire en différents paysages de l'eau. Donc, avec les secteurs d'activité majoritairement présents, les proportions du cours d'eau, les versants, la flore, l'urbanisation, etc., nous ont permis de faire la fragmentation que vous voyez ici. Parmi les recherches et les interviews qu'on a fait, on a parlé avec Thomas Condom, qui est un glaciologue, et qui nous évoque dans une de ses interviews que la vallée de la Romanche renferme une histoire qui est quand même assez riche liée à sa rivière. Donc, elle se résume pas uniquement à ça, elle possède aussi un patrimoine, comme l'a dit Mathéo, agricole, qui est assez valorisé par la route des savoir-faire de Loisan, qui témoigne en fait de l'ingéniosité des habitants de la vallée et de l'adaptation en fait de l'homme dans ces régions-là. Donc la ville se développe et se dynamise autour de la rivière, profitant donc de son fort débit, créant un véritable paysage productif autour de cette eau-là. Donc dans ce contexte où l'exploitation de l'eau est quand même assez importante, on débute notre étude spatiale et architecturale sur une gestion de l'eau qui est alternative dans le but d'anticiper ou en tout cas d'essayer au maximum de nous aligner aux projections qui ont été établies. Et oui, donc ce scénario qu'on a monté, c'est à la fois en s'implantant dans le territoire qu'on vient de vous exposer et en le combinant avec toutes les informations qu'on a eues sur le climat, avec nos interviews, qui nous permettent de faire émerger des situations probables dans le futur et qui nous permettent d'imaginer ce qui pourra se passer à l'avenir. Et donc, dans notre cas, la transformation qui est prévue des saisons et donc des événements climatiques nous amène à aborder deux questions, donc celle des sécheresses et celle des pluies. Donc en combinant ces deux changements, on va tenter une approche qui va permettre de faire en sorte que l'un pallie à l'autre. Donc en effet, si l'eau des glaciers n'est plus la ressource principale pour les vallées et la rivière, alors l'eau de pluie pourrait constituer une alternative. Et donc, même si ça engendre des modifications dans le cycle de l'eau, des incertitudes et des urgences dans la vallée, on aspire à ce que cette évolution permette d'en faire une opportunité et de voir ça de manière positive pour faire émerger des idées nouvelles.
Et donc, on se demande, dans ce cas-là, avec une demande en eau qui est constante, comment est-ce que ça va s'adapter avec l'environnement qui l'entoure. Et donc, on a cette idée que dans cette vallée-là, l'eau, c'est la colonne vertébrale de la vallée, comme on l'a dit tout à l'heure, et chaque domaine dépend, comme on a sur ce schéma, plus ou moins de cet apport en eau, et puise en elle une part de son énergie pour faire fonctionner ses activités. L'agriculture, on en a vu pour égayer ses cultures, l'industrie pour produire de l'électricité, le tourisme aussi en profite, et que ce soit aussi des activités nautiques ou pour la beauté du paysage pour les randonneurs, c'est un élément incontournable de cette vallée. Mais la pression constante qui est établie autour de cette rivière, elle n'est pas sans conséquence. La biodiversité, c'est la première qui en paye le prix. Et avec la qualité de l'eau qui se dégrade, plus des pollutions, plus le fait qu'elle est de moins en moins présente, on est vraiment au cœur d'un endroit où le réchauffement climatique pèse sur la plupart des écosystèmes et des activités autour. Donc tout ça produit un dérèglement général des activités et de ce qui se passe dans cette vallée. Et donc nous, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait valoriser autrement la ressource qui est l'eau pluviale. Donc, avec tous les éléments qu'on a un peu commencé à comprendre, donc comprendre la fragmentation du paysage, avoir des chiffres un peu clés en tête sur le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, etc. On s'est quand même, pendant notre recherche, on s'est quand même aperçu qu'il y a d'autres pays qui étaient confrontés à cette même problématique et qui avaient déjà commencé à mettre des solutions en place pour justement être confronté à cette urgence. Donc on a l'Espagne, un peu plus loin on va avoir l'Australie, le Mexique, le Paraguay. Et en fait ce qu'on remarque c'est que les habitants ont déjà donc commencé à concevoir des petites solutions qui sont assez partielles et assez définies et qui ont mis aussi des méthodes telles que des impluviums, des canaux, des bassins ou encore des systèmes de stockage justement pour pallier à cette urgence-là. Et donc, une fois qu'on a toutes ces recherches-là, donc par la juxtaposition de nos explorations et des enquêtes qu'on a menées sur le territoire et avec les scientifiques, on a formé une bibliothèque de dispositifs architectoniques qui donne une forme assez essentialisée des mots-clés du travail qu'on a fourni juste avant. Donc, stocker, filtrer, répartir, restituer et infiltrer. Donc ces dispositifs sont disponibles comme des outils pour produire des projets. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a décidé de s'en servir. Et ils deviennent donc la base de notre travail, questionnant la ressource qui est l'eau et les interactions qu'elle a entre les espaces, l'environnement et l'usager. Et donc avec cette bibliothèque, on en a sorti différents projets qui s'installent à différents niveaux, différents paysages de ce cours d'eau qu'est la Romanche dans la vallée. Et donc, on essaye de faire avec ces dispositifs de toiture, en fait, des projets qui vont servir à avoir une autre approche et une autre interaction avec l'eau pluviale. Et donc, si on les prend dans l'ordre, on a un abreuvoir qui s'inscrit dans un paysage où la biodiversité, elle est majoritaire, on est proche du glacier, et où les randonneurs, ils arpentent le territoire. Et donc, c'est un système qui permet de récolter l'eau et de le stocker à l'année. Le deuxième projet, il se situe dans un paysage stratégique de passage touristique qui mène à la route qui arrive à Briançon, où il n'y a aucun point d'arrêt. Et donc, c'est un endroit qui permet de mettre en valeur l'eau et dans un endroit où on ne la voit pas forcément. Le troisième projet, c'est un projet qui se développe dans un paysage agricole, disons, de terrasses, autour de la Grave, qui est un petit village de la vallée, autour des questions du pâturage, donc. Le quatrième projet, c'est un projet qui s'installe dans une place publique et qui est actuellement un parking qu'on essaie de transformer pour désimperméabiliser les sols et en faire quelque chose de nouveau dans la façon de vivre en ville avec l'eau, qui est donc dans la plus grande ville de la vallée, le Bourgoisan. Et donc le cinquième projet qui se situe plutôt dans la vallée agricole cette fois pour des plaines pour le foin,
et qui interroge sur la manière d'irriguer les canaux. Donc voilà, ces différentes approches qui sont des projets à la fois de mise en valeur de l'eau pluviale et aussi qui questionnent la manière dont on voit, nous, la ressource et le chemin qu'elle a fait pour arriver jusque là où on l'utilise. Et donc, si on prend quelques exemples de ces projets-là, qu'on détaille un peu, on a cette grange entre le village de La Grave et de Villard d'Arène, qui fait face au glacier de la Meije, qu'on a vu tout à l'heure, qui fond à vitesse grand V. Donc, dans un paysage de terrasses et de pâturage, on a quelques fermes qui se déploient le long de la pente, mais c'est un projet qui est assez éloigné de la rivière. Et donc, ils n'ont pas forcément un accès toujours très direct à l'eau. Et donc, c'est un projet qui interroge l'approvisionnement en eau pour les granges et pour les animaux qui y résident. Et donc, on a à la fois cette dualité entre la grange et un espace qu'on a voulu aussi faire euh, pour amener les gens à comprendre ce que c'est le chemin de l'eau et la manière dont on l'utilise dans la vie de tous les jours, avec une petite coopérative ici qui permet de faire venir vendre les produits locaux de la vallée. Donc, elle suit l'architecture de ce dispositif architectonique qu'on voulait reprendre, donc de faire répartir l'eau à la fois dans différents canaux et différents endroits de stockage, donc avec ce grand V qui permet de faire converger l'eau à des espaces et qui crée à la fois des dualités entre la grange et puis la manière de venir constater le paysage et constater l'eau dans la coopérative. Ensuite, on va s'intéresser au projet donc de l'observatoire, celui qui est sur la grande route assez monotone. Donc pareil, au pied des contreforts de la Meije, ce lieu a pour vocation de proposer comme une sorte de pause dans le territoire qui aujourd'hui fait défaut. Donc il s'étend plus comme un observatoire de l'état de la rivière et du paysage environnant, situé à la croisée de plusieurs départs de randonnée et de trek. Il est aussi assez stratégique sur son emplacement sur cette route-là. Donc, il joue un rôle essentiel dans la sensibilisation de la ressource dans la région. Donc, la toiture va serpenter dans le paysage et diriger l'eau dans un premier bassin d'infiltration pour prévenir les sols secs, qui sont l'une des causes, comme on l'a vu avant, des inondations. Et ensuite, elle se replie pour conduire l'eau vers un second bassin qui, lui, est relié au lit de la Romanche. Au cœur de ce projet, on voit donc la double courbure du toit qui marque la transition entre ces deux bassins, créant un pont qui devient un peu un événement dans la contemplation du territoire. Donc de la même manière que la coopérative de la Grange, les fondations sont ponctuelles qui permettent une accroche assez minime au niveau du sol qui n'affecte donc pas sa perméabilité. Le plancher de cette structure est sur pilotis pour anticiper, quant à lui, les débordements de la rivière lors des forts événements de pluie. Et donc, sur l'une des parties, on va observer un chéneau qui lui prendra place pour redistribuer une partie de l'eau de cette précipitation dans des cuves de stockage qui, elles, seront dédiées à un espace sanitaire et de l'eau distribuée pour les randonneurs. Donc, c'est vraiment un lieu qui est dédié à la sensibilisation et à la récupération de l'eau, euh, qui en même temps borde une aire où les chemins de plein de voyageurs, qu'ils aillent faire une randonnée ou juste qu'ils soient sur la route, se croisent un petit peu autour de ces bassins et de cette structure-là. Voilà, donc ces projets qu'on vient de vous présenter, c'est le fruit de démarches approfondies de recherche et de propositions qui ont pour but premier de sensibiliser aux enjeux liés à l'eau pluviale et à sa récupération. Ils essayent de changer nos perceptions liées à cette ressource qu'on ne voit pas forcément tout le temps comme telle. Et ils permettent d'offrir une perspective aussi novatrice dans la manière dont on crée le récit architectural et dont on aborde cette ressource vitale. Et donc avec cette élaboration de bibliothèques architectoniques, ça permet de proposer différents projets et différentes manières de récolter l'eau. Ils peuvent s'adapter aussi à différents endroits, pas forcément que dans les vallées de montagne.
chaque élément architectural, chaque décision de conception a été pensée pour le chemin de l'eau, qui en fait une nouvelle perspective dans la façon dont créer les espaces et dont l'architecte amène une plus-value aussi dans la manière de concevoir des bâtiments. Et donc, en fait, c'est en unissant à la fois le savoir-faire technique dans la manière de construire et une approche sensible des territoires qu'on a étudiés, ça offre un aperçu neuf de ce que pourrait être la relation avec l'eau pluviale et les ressources en général. Dans notre cas, les glaciers, parce que si les glaciers ne remplissent plus leur rôle, qui le fera? Et donc, pour conclure un peu sur cette présentation, on passe de ce questionnement sur l'eau pluviale et la fonte des glaciers qui permettent plus à nos vallées de fonctionner correctement, euh, avec un impact direct sur les autres territoires sur notre planète, avec la montée des eaux. Et donc, c'est le prochain sujet de cette présentation avec Chiara. Je te laisse la main sur le diapo. Super. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nous écouter et aussi merci à la Fondation Braillard de nous donner l'opportunité de parler de nos travaux et aussi de pouvoir échanger autour de ce thème fondamental qui, à mon sens, est un des points centraux de notre profession aujourd'hui. Donc mon projet s'intitule De la résistance à la résilience, de Galetto, un cas d'étude de l'adaptation des territoires lagunaires face à la montée des eaux. Donc pour faire suite à la présentation de Valentine et Mathéo, on va se déplacer géographiquement un petit peu plus vers l'est, dans le territoire de la plaine du Pô, où de nombreux fleuves prennent leur source dans les Alpes et acheminent l'eau vers la mer Adriatique. Et donc plus précisément, je vous amène au cœur de la lagune vénitienne. Donc mon travail de recherche il s'est concentré sur les impacts du changement climatique sur les territoires lagunaires. J'ai choisi un ancrage géographique très précis d'un village sur la lagune de Venise, mais c'est aussi un travail qui m'a permis d'aborder des questions qui sont finalement des enjeux majeurs pour de nombreux territoires qui sont confrontés aux mêmes problématiques aujourd'hui ou qu'ils seront à l'avenir. Euh, donc ma démarche a plutôt été complémentaire à celle de Valentine et Mathéo. C'était pas tant de trouver des solutions précises architecturales pour contrer la problématique des risques hydrauliques, mais plutôt de réfléchir à une nouvelle approche projectuelle pour appréhender ces enjeux. Aujourd'hui, nous savons que malgré les efforts passés pour essayer de résister à l'invasion de l'eau, en par exemple multipliant des infrastructures hydrauliques sur le territoire, les territoires lagunaires sont aujourd'hui confrontés à une menace qui est grandissante, c'est celle de la montée des eaux. Les prévisions sont plus ou moins pessimistes, mais parmi les plus pessimistes, on peut voir déjà sur ce graphique qu'on peut prévoir une augmentation de près de 1 mètre du niveau de l'eau d'ici à 2100. Cette hausse du niveau de la mer, elle est simulée à travers différents scénarios du GIEC qui prennent en compte différents facteurs, comme vous m'ont énoncé tout à l'heure Mathéo et Valentine, et par exemple tels que la température qui permet ensuite d'estimer une courbe de l'augmentation du niveau de la mer. Le problème, c'est que ces scénarios, donc, ils prennent différentes projections qui dépendent de l'évolution justement de ces différents facteurs. Et donc moi, pour pouvoir mener à bien mon projet, il a quand même fallu que j'essaye de fixer sur une base de cette évolution de l'eau. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai choisi de me fixer sur une augmentation d'environ 1 mètre de l'eau, qui est quand même un consensus qui est partagé par un grand nombre d'hydrologues aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième difficulté, c'était d'essayer d'appréhender dans quelle temporalité cette augmentation, elle allait arriver. Et donc l'idée, ça a été plutôt de considérer vraiment une chronologie comme un franchissement croissant et continu de seuil de niveau. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs moments sur cette courbe. Et donc c'est ces seuils qui vont nous permettre d'avoir finalement une échelle temporelle selon à quel moment ils vont arriver dans le temps et comment on va les anticiper. Mais je reviendrai un peu plus tard sur ma démarche, plus précisément. Donc aujourd'hui, les scénarios qui sont imaginés, ils sont souvent imaginés par différents spécialistes à une échelle plutôt territoriale et assez grande, donc l'échelle de la lagune. Et ils vont plutôt avoir des positionnements assez radicaux qui vont soit être très dans une approche résistante. Donc par exemple, c'est le cas de l'exemple de la carte qu'on a ici à gauche. Donc ici, par exemple, l'idée, ça va être d'obstruer les embouchures de la lagune, ce qui va empêcher les échanges entre l'eau de la mer et les eaux qui descendent du fleuve. L'idée, c'est que en fermant ces embouchures, l'eau, du coup, n'augmenterait plus dans la lagune
Ça préserverait donc le territoire et le patrimoine urbanisé qu'on connaît aujourd'hui, mais ça viendrait aussi changer énormément le système hydraulique et l'écosystème général de la lagune, changeant totalement le paysage qu'on connaît aujourd'hui. De l'autre côté, on va avoir une approche totalement opposée, qui est l'approche beaucoup plus résiliente, qui pour le coup propose de laisser totalement rentrer l'eau sur le territoire. Et comme on peut voir, du coup, cette eau va venir vraiment morceler le territoire et envahir une grande partie des espaces urbanisés, ce qui pour le coup changera aussi totalement les paysages qu'on connaît aujourd'hui. Donc personnellement, j'ai essayé de choisir une approche qui est un petit peu plus tempérée entre les deux, en restant quand même dans l'idée plutôt d'une approche résiliente qui laisserait l'eau rentrer sur le territoire, mais essaierait de s'adapter à cette entrée en essayant de créer une transition et un équilibre entre espace bâti et espace naturel. Donc mon projet, dans ma démarche, a plutôt été d'avoir une anticipation programmatique d'opérations qui vont permettre d'esquisser l'adaptation en anticipant l'image d'un territoire qui sera quand même peu à peu submergé et où l'homme cesserait de résister en reconsidérant ses modes de vie et en réduisant progressivement son emprise sur le sol, abandonnant tout de même une partie du territoire pour redonner plus de place à la nature. Donc, pour appliquer cette méthodologie, j'ai choisi plutôt une approche transcalaire qui considère la lagune et ses problématiques dans son entièreté, mais qui se concentre aussi sur un lieu spécifique, qui est le village de Dogalette, qui se situe ici, dans la lagune sud-ouest. Ce village, je l'ai choisi parce qu'il est donc sur la terre ferme, donc un territoire qui est un peu moins étudié finalement que les îles qu'on connaît beaucoup de la lagune. Et aussi parce que c'est le plus proche des rives et donc il fait déjà très fréquemment face aux inondations. Donc le village, il s'est développé le long d'une route secondaire, qui est reliée à l'ouest par une route nationale qui va en direction de Mestre, qui est à peu près un des points centraux de la commune urbaine aujourd'hui de Venise. À l'origine, c'était un bourg qui était composé majoritairement de bâtisses agricoles, donc c'est celle qu'on voit en jaune ici. Et au cours du XXe siècle, il s'est urbanisé et a subi lui aussi l'étalement urbain, en se muant petit à petit en une zone pavillonnaire. Donc c'est tous les petits pavillons qu'on voit en violet qui sont un petit peu répartis en poches. Aujourd'hui, il compte un peu moins de 500 habitants. Il y a très peu d'espaces qui sont des espaces publics dédiés aux habitants et il est vraiment fortement tourné vers les espaces agricoles. Donc, un certain nombre de caractéristiques ont fait que ce village était particulièrement intéressant face au phénomène de la montée des eaux. Donc, d'abord, c'est la topographie du site, parce que le point le plus haut du village il se situe seulement à une altitude de 1,80 m. Et une grande partie des parcelles agricoles sont proches du niveau zéro, voire elles sont à des altitudes négatives, ce qui font que dès aujourd'hui, ils sont déjà très souvent inondés et ça ne va faire que s'empirer. Euh, Comme beaucoup d'autres territoires de la terre ferme de la lagune vénitienne, son économie, elle est principalement tournée vers l'agriculture et donc son territoire a été majoritairement façonné par rapport à cela. Des travaux d'assainissement du territoire ont été effectués au cours du 19e, 20e siècle, comme beaucoup en Italie, et ils ont fortement dessiné le paysage. Ça a beaucoup contraint les systèmes hydrauliques qui étaient déjà existants. Et aujourd'hui, les canaux qui sont dans ces terres agricoles sont quasiment tous à leur capacité maximale. Donc, si je reviens un peu plus sur ma méthodologie, l'idée, donc, ça a été de fixer 3 seuils, donc, dont 3 seuils plus un seuil qui est le seuil 0, qui est celui actuel de 38 cm. Et ensuite, donc un premier seuil quand on aura atteint un niveau de l'eau à 50 cm. Donc, ça pourrait arriver d'ici 10 ans ou dans des scénarios un peu plus optimistes, plutôt 2060. Ensuite, un second seuil qui engendrerait de nouvelles modifications sur le territoire, qui est celui à 70 cm, qui pourrait arriver d'ici 25 ans ou d'ici à 2100. Et un troisième seuil qui est le plus impactant sur le territoire, qui serait celui de 1 mètre, qui arriverait potentiellement d'ici 2100, mais c'est vraiment la temporalité ne fait que évoluer et souvent a tendance à devenir de plus en plus pessimiste au fur et à mesure du changement. Donc ces différents seuils permettent d'avoir un prévisionnel des actions que l'on pourrait mettre en place pour s'adapter et surtout savoir à quel moment dans cette suite chronologique on va pouvoir venir les mettre en place. Donc le projet il propose vraiment une chronologie d'interventions qui sont indépendantes mais qui sont toutes interconnectées et qui vont fonctionner ensemble pour pouvoir façonner un nouveau territoire.
Le but, c'est pas forcément qu'elles soient toutes mises en place. Selon l'évolution des conditions, on pourrait aussi revenir en arrière, adapter certaines. Mais c'est plutôt vraiment de pouvoir anticiper et prévoir des moments d'action par rapport au futur. Elle cherche à créer un nouvel équilibre au cours du temps entre les espaces habités et les espaces naturels, malgré la mutation du territoire. Donc ce matin, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans ces différentes interventions. Donc je les ai réparties en 3 catégories. Donc on va avoir plutôt ce qui regarde la prévention, donc on pourrait finalement mettre en place dès aujourd'hui. Ce qu'on voit sur ce graphique, en fait, elles vont un peu être toutes décalées dans le temps. Ensuite, on va avoir des interventions plutôt de déconstruction et de reconstruction. Et finalement, aussi des interventions qui vont plutôt être de la conversion pour essayer d'adapter vraiment le territoire. Donc elles vont toutes s'enchaîner au fur et à mesure de la métamorphose du territoire et elles vont elles aussi finalement transformer ce territoire. Donc la première mesure qu'on va pouvoir mettre en place, c'est une mesure de prévention qu'on peut déjà mettre en place et qui en fait existe déjà dans des parties de la lagune, plutôt dans la partie nord. Donc cette première mesure, c'est sur les espaces naturels des baleines, qui sont des structures naturelles de terre émergée, faites de sédiments majoritairement, avec vraiment un écosystème qui est propre et très riche. Donc c'est des systèmes qui sont très efficaces contre la montée des eaux et surtout contre les marées. Elles forment une première barrière, parce qu'elles vont permettre de ralentir l'effet du vent et aussi de casser les vagues. Donc dès qu'on va avoir des fortes marées, elles vont vraiment servir de premier mur. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur le territoire de la lagune, c'est que près de 70% de leur superficie a disparu, surtout dans cette zone en fait, où on a la raffinerie de Porto Marghera, ici au nord, qui a été construite et qui a vraiment beaucoup modifié le territoire. Donc ces structures, si on essaye de les protéger aujourd'hui, on peut venir installer donc, des pilotis en bois devant, ce qui va permettre de venir déjà casser les vagues des bateaux à moteur et donc éviter l'érosion de ces systèmes. Et ensuite, on peut venir mettre des structures en microfibres qui vont permettre de venir capturer les sédiments lors des marées et donc au fur et à mesure de pouvoir reconstruire ces terres émergées. Donc vraiment dans cette idée de restauration des baleines, on va pouvoir déjà améliorer l'écosystème de la lagune, faire revenir nouvelles faunes, une nouvelle flore qui a disparu progressivement, mais aussi permettre de faire une première barrière pour le territoire et donc de protéger la terre ferme qui est un petit peu plus derrière, et donc peut-être de ralentir cette montée des eaux. Ensuite, donc, une fois qu'on aura atteint le premier seuil, donc un peu plus vers les 50 cm d'eau, on va avoir une nouvelle approche sur le territoire qui va être une approche un petit peu plus d'action. Et une première action qu'on va pouvoir mettre en place, c'est celle de la déconstruction. Donc l'idée, c'est que on va venir déconstruire certaines habitations du territoire parce que en fait, beaucoup sont construites dans des zones à un niveau de terrain qui est assez faible et qui sont déjà aujourd'hui sujettes à des inondations. Et donc l'idée, c'est plutôt d'anticiper leur destruction potentielle par des inondations en déconstruisant ces maisons et ainsi pouvoir récupérer les matériaux dont elles sont construites, parce que finalement, elles ont été construites dans les années 60, donc elles sont plutôt en bon état pour la majorité, et beaucoup de matériaux peuvent être récupérés pour par la suite être réutilisés. Et donc, dans cette idée de réutilisation et d'économie circulaire, on va aussi pouvoir venir les stocker sur le territoire, parce que vu qu'on a quand même eu un changement d'occupation de la population, il y a beaucoup de bâtisses agricoles qui ont été abandonnées sur ce territoire et qui aujourd'hui sont à l'état de ruine. Et donc l'idée, c'est de venir réhabiliter ces corps agricoles. Par leur taille, on peut vraiment les imaginer comme des espaces de stockage particulièrement adaptés. Et aussi, du point de vue de leur position dans le territoire, ça permettrait de limiter grandement les déplacements que peut induire une déconstruction entre l'endroit où on déconstruit et l'endroit où on stocke. Et donc ainsi, les matériaux resteraient sur place dans le village en attendant le moment où on pourrait potentiellement reconstruire à certains endroits une fois que l'eau serait montée. Voilà, là, c'est une illustration un peu de comment on pourrait réhabiliter ces espaces. Et donc, en parallèle de cette opération sur le tissu urbain, on peut aussi agir sur les espaces de production agricole. Donc, c'est des espaces qui sont particulièrement sujets aux inondations dès aujourd'hui. Comme on peut le voir, ils sont vraiment découpés par des canaux d'irrigation. Et ces canaux, ils sont arrivés totalement à saturation déjà actuellement. Et donc, ils sont très souvent, de manière périodique, déjà inondés. Et donc, avec ces inondations et surtout l'entrée de l'eau de la lagune, en fait, les sols vont se gorger d'eau salée
et ça va aussi transformer la salinité des sols, ce qui fait que les cultures qu'on va pouvoir faire vont devoir dans tous les cas s'adapter. Aujourd'hui, on voit que près d'un tiers de la production, c'est du maïs, qui est finalement très très peu résistant à un sol salin. Par contre, on a d'autres endroits de la lagune qui aujourd'hui produit d'autres types de cultures, donc par exemple comme l'artichaut, qui est quelque chose qui est vraiment produit vers Saint-Erasme dans le nord de la lagune, qui pourrait être mis aussi en place sur ce territoire et qui pourrait beaucoup mieux s'adapter à la transformation du type de sol qu'on aurait et qui supporte aussi potentiellement une inondation un petit peu périodique. Ensuite, l'idée, c'est que si l'eau continue de monter, on va aussi avoir des espaces qui vont se transformer en cuvettes. Et donc, à long terme, on pourrait aussi réfléchir à une autre adaptation des cultures qui serait des cultures plus halophytes et du coup qui supporteraient le fait d'être constamment immergées. Finalement, donc, on va passer au troisième seuil. Donc, on va avoir encore cette augmentation de l'eau et arriver quasiment à nos 1 mètre. Et donc, à ce moment-là, on aura déjà déconstruit un grand nombre de maisons du territoire et le paysage qu'on connaît aura fortement subi des modifications et bien évolué. Mais donc, cette métamorphose du territoire, c'est aussi une opportunité pour favoriser de nouveaux modes de vie au sein de ces espaces. L'espace étant réduit au niveau du sol, il va vraiment être nécessaire de densifier si les personnes veulent rester vivre ici. Et donc, elles vont venir se densifier sur les zones qui seront finalement encore émergées, parce qu'on a quand même des petits îlots qui resteront au-dessus du niveau de 1 mètre. Et donc, on va pouvoir imaginer un réaménagement aussi bien des espaces publics que des habitations, que des modes de vie de ces gens. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser une plus grande mixité au sein des espaces. Donc, on va avoir des nouveaux bâtiments de logement qui vont être construits avec plutôt des bâtiments collectifs. Donc, on s'éloigne de l'image du village aujourd'hui où on n'a que des pavillons individuels les uns à côté des autres. Ici, le niveau du sol est plutôt tourné vers un espace public avec à l'extérieur des zones communes de potagers, de parcs et à l'intérieur plutôt soit des commerces, soit des salles en fait qui vont être polyvalentes, mais qui pourront surtout être rapidement vidées pour si jamais l'eau continue de monter. Et donc les habitations sont plutôt en étage. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser une plus forte cohésion au sein du village, par exemple aussi en mutualisant les espaces agricoles, toujours en réhabilitant ces bâtis qui sont aujourd'hui abandonnés. De la même manière, on va aussi réfléchir à comment changer le déplacement au sein de ces espaces. Donc, on va pouvoir imaginer des nouveaux chemins piétons, des nouveaux chemins cyclables qui seront mis en place, vu qu'aussi le territoire aura réduit fortement de dimension, les déplacements seront plus courts, donc ils favoriseront un mode de déplacement plutôt doux. L'usage de la voiture sera forcément beaucoup réduit, mais on pourra garder quand même une route qui sera toujours reliée à cette route nationale qui, elle, est surélevée, comme elle a été construite comme ça, permettant quand même une forte connexion avec les espaces plus loin dans le territoire. Et on va aussi pouvoir venir mettre en place, donc vu qu'on aura des îlots finalement entourés d'eau, des nouvelles connexions par les nouveaux canaux qui seront créés, en favorisant du coup plutôt des transports en commun sous type de bateau, comme c'est déjà le cas dans la lagune. Favorisons du coup aussi un échange plus fort avec tout le reste de la lagune qui aujourd'hui n'existe pas du tout parce qu'aujourd'hui on n'a aucun débarcadère qui permet de relier par l'eau ce village au reste de la lagune. Donc c'est aussi cette idée de réagrandir l'archipel vénitien qui aujourd'hui est très restreint. Donc voilà, ça serait la projection qu'on aurait si tout d'un coup l'eau aurait augmenté de 1 mètre partout dans la lagune. Donc on voit évidemment que l'île de Venise serait très très morcelée et que beaucoup d'espaces qu'on connaît aujourd'hui disparaîtront. Mais que par contre on aurait l'émergence d'un tout nouvel archipel qu'il faudrait venir imaginer et faire fonctionner ensemble dans ce maillage d'îlots qui sont autonomes mais qui évidemment sont interconnectés. L'idée, c'est aussi que finalement, ce projet, enfin, ce territoire, il fonctionne d'un point de vue de la terre ferme aujourd'hui beaucoup de la même manière. Donc, on peut évidemment imaginer les scénarios que j'ai développés sur plein d'autres villages de la lagune. L'idée, c'était aussi de pouvoir sortir un petit peu des grands schémas, des principes territoriaux qu'on connaît aujourd'hui, en essayant de revenir à une échelle plus restreinte, où les adaptations seraient un peu plus spécifiques, mais ça permet aussi de tester spatialement ces scénarios qu'on a vus au début, donc celui de la résilience ici. Donc c'était le choix aussi de l'acceptation d'une mutation qui est incontestable de nos territoires pour ces prochaines décennies, et l'idée d'essayer de
d'augmenter une plus forte cohabitation entre les espaces urbains et les espaces naturels. Évidemment, ce projet, il n'avait pas pour ambition d'apporter une solution universelle, mais plutôt de proposer une clé de compréhension de comment on peut dessiner l'adaptation au rythme de l'eau d'un territoire qui est finalement en constante évolution et qui l'a toujours été dans son histoire. Et je pense que c'est vraiment en multipliant les itérations projectuelles et en testant spécifiquement les différents scénarios qu'on pourra mettre en lumière les adaptations qui seront les plus pertinentes pour l'avenir de ces territoires et de ses habitants. Et donc, pour essayer de faire une conclusion un peu plus générale à nos deux projets, donc ces deux présentations, on a pu découvrir deux approches qui finalement étaient très complémentaires face aux différents défis que pose le changement climatique et surtout les risques hydrauliques. Donc, c'est des approches qui donnent des ordres de priorité sur la manière dont on peut agir sur les territoires, des territoires qui ont chacun leur temps qui est propre et leurs conditions qui sont particulières à leur zone géographique. L'important pour nous, c'était vraiment de montrer que c'est par des études qui sont finalement transcalaires et surtout transdisciplinaires que l'on pourra organiser correctement une transition dans notre manière d'aborder et d'intervenir sur les territoires, afin d'être capable de réagir aussi bien sur les causes que sur les répercussions du changement climatique. Merci pour votre attention et maintenant, je laisse place aux questions. Merci beaucoup. Merci donc à la fois à Matteo, à Valentine et à Chiara. Et je profite pour dire que ces trois personnes profitent de la bourse de la Fondation Braillard pour suivre le Transition Workshop cette année, grâce à la qualité de ces diplômes, ce qui leur permet d'avancer, d'approfondir à la fois sur la théorie et la pratique dans un travail très intensif qu'on fait ici à la Fondation. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Fondation Braillard. Alors, je me permets donc d'ouvrir la discussion, d'abord de donner la parole à Suzanne Stacha, qui a suivi de plus près un de projets, mais qui a quand même une connaissance approfondie de ces questions. Suzanne, à toi. Merci beaucoup déjà pour vos deux présentations qui sont extrêmement intéressantes parce que vous thématisez des très grandes questions qui sont très difficiles à aborder en fait quand on est architecte parce que c'est les échelles qui nous dépassent quelque part et ce sont des échelles auxquelles vous n'hésitez pas à faire face en fait et c'est extrêmement important d'être prêt à quitter la discipline serrée et d'élargir comme tu disais Chiara vers des échelles interdisciplinaires et transcalaires. Donc là vous avez beaucoup d'approches ensemble communs en fait d'à la fois de problématiser comment entrer en matière de grands changements climatiques et ensuite d'élaborer des stratégies, des projets qui pourront créer plus de résilience, qui permettent une adaptation, qui permettent de faire avec et de faire face et de transformer, d'être actif dans la transformation. Donc ça, je pense, c'est vraiment un aspect extrêmement important, de pas se dire c'est trop grand pour moi, je ne sais pas comment attaquer ces questions, mais au contraire de le prendre en main et de se dire, bien que c'est extrêmement grand, bien que c'est extrêmement difficile, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Donc ça déjà, je vous félicite tous les deux pour votre courage. Voilà, qui est important de penser le monde de demain. La question de l'eau est cruciale dans cette pensée du monde de demain parce qu'il touche toute la population, tous les êtres vivants, l'agriculture. C'est un facteur essentiel pour le développement de la vie. Donc c'est un sujet où je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire et un sujet qui revient très fréquemment maintenant dans les sujets des différentes écoles et dans les diplômes. Et je suis ravie que ce sujet soit aussi abordé par les architectes et pas seulement par les paysagistes, parce que finalement, l'architecture, elle aussi, elle a à réagir par rapport à ça, comme tous les deux projets l'ont montré, soit
capter l'eau, pour les traiter comme un bien commun, comme dans les propos de Matteo et de Valentine, de sensibiliser la population pour l'existence de cette eau et pour les rendre précieux, mais aussi, voilà, pour les rendre accessibles aux animaux, pour faire des abreuvoirs, pour les stocker, pour les réutiliser, aussi pour l'agriculture et pour les humains et pour les non-humains. Et dans les cas de Venise, de se dire si cette eau envahit tout, finalement, quoi faire pour récréer une vie malgré tout? Comment faire pour ne pas subir cette fatalité, mais pour créer une sorte de résilience, une adaptation possible en, en intervenant de manière très précise sur une grande échelle temporelle que je trouvais très intéressante, les différents scénarios. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau monte encore plus, encore plus? Que faut-il faire pour que la vie puisse continuer en fait? Donc, les questions que j'aimerais poser sont des grandes questions. Enfin, c'est la question du rôle de l'architecture qui consiste, par exemple, chez Matteo et Valentine, de stocker, d'infiltrer, de filtrer, de restituer, de répartir l'eau qui devient soit rare, soit il surgit en abondance diluvienne, où l'architecture devient donc un outil pour accomplir ces tâches. Elle se met au service de l'eau pour en faire un bien commun précieux qui sera disponible en temps de sécheresse pour les humains et non humains. Chez Chiara, il s'agit de préserver les barrières naturelles en amont de la terre ferme, de déconstruire des zones les plus touchées du village, de faire une reconversion de l'usage des sols induite par les progressions de l'eau salée. Et sur le plan architectural, il est question de recycler les déconstructions et de les réemployer dans de nouvelles constructions qui soient à l'abri des inondations et qui sont plus aussi à des destinations plus collectives. Donc c'est à la fois un projet environnemental et sociétal qu'on peut remarquer dans les deux propos, puisque aussi chez Matteo et Valentine, vous revenez sur cette question des sociabilisations autour de cette nouvelle place de l'eau dans les villages les plus grands de cette vallée pour créer une conscience. Donc ça m'amène à la question, voilà, du rôle de l'architecture. L'architecture a donc un autre rôle à jouer qui dépasse celui des siècles précédents. Elle n'est plus centrée sur l'objet architectural en tant que tel. Celui-ci devient plutôt un dispositif d'action. Il n'est plus question de s'enfermer dans un débat purement disciplinaire, mais d'engager un débat interdisciplinaire pour élargir fondamentalement les champs de notre discipline pour faire face aux enjeux de demain. Donc, comment vous voyez-vous, en tant que jeunes architectes, le rôle de l'architecture? Comment voyez-vous le rôle de l'architecte de demain? Comment vous voyez dans cette position-là? Quelle stratégie à poursuivre pour rendre nos territoires plus adaptés aux futurs risques, notamment en lien avec l'eau? Au-delà de vos diplômes, à quoi vous souhaiterez-vous vous attaquer par la suite? Je pose quelques questions et après vous répondez à ce que vous voulez. Comment changer les choses aussi de manière plus concrète? Quels outils faut-il saisir ou développer pour ce faire après un diplôme? Comment imaginez-vous idéalement votre avenir et celui de la collectivité à l'échelle planétaire, si on trace large? Quelles autres stratégies devraient être développées pour faire face à cette très vaste problématique de l'eau? Voilà, je vous lance un peu quelques questions qui sont à la fois personnelles et collectives, évidemment. Bon, bah, c'est des questions très vastes et qui, je pense, prennent du temps, même dans le temps long à répondre, parce que c'est un peu la question existentielle de l'architecture et de l'architecte aujourd'hui qu'on a à se poser. Comment est-ce que on va transformer nos pratiques et comment on va transformer aussi la manière de, de, de divulguer et de présenter l'architecture à tout un chacun. Et donc, avec Valentine, c'est ce qu'on a commencé à faire avec d'autres personnes que je vois ici dans la salle, c'est qu'on a créé un collectif pour ça, pour essayer de comprendre quelle va être notre place
dans la société, entre guillemets, mais plus largement sur la manière dont on va exercer notre métier. Et donc, on a commencé à réfléchir un peu à ça et on se dit que, en fait, l'architecte, au-delà de faire des dessins, de faire des constructions, de proposer des bâtiments, il apporte aussi une vision comme on a dit, transcalaire, transdisciplinaire, qui fait le lien entre différentes disciplines, que ce soit entre les acteurs du bâtiment, que ce soit aussi entre les acteurs de la ville, que ce soit entre nous même et avec les habitants. Et donc c'est à mon avis ce côté-là qu'il va falloir mettre plus en valeur et qui est aussi du coup de fait un rôle plus politique dans la façon dont on va prévoir et organiser les transitions qu'on a à mener. Et donc voilà, pour un peu résumer notre pensée là-dessus, je pense que, enfin après Valentine tu pourras dire, mais en tout cas pour moi, je pense que l'architecte il a ce rôle de créer des univers désirables, de créer des choses désirables effectivement pour amener les consciences communes comment dire, à accepter les transitions qu'on a à mener. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on préfère ne pas regarder ce qui se passe et préférer se dire que il y en a qui régleront les questions à notre place et peut-être ignorer les problématiques qu'on a. Et puis on se rend compte que c'est toujours là quand on a des médias qui parlent des inondations, des médias qui parlent des feux de forêt. Et au final, on se pose pas la question de ce qu'il faut changer, de ce qui se passe et à quelle échelle nous on peut intervenir en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et donc, je pense que en tant que personne qui a cette possibilité de dialoguer avec différents corps de métier, différentes personnes, l'architecte, il a ce devoir de créer des univers et de créer des récits, de raconter quelque chose par la manière dont il dessine, par la manière dont il expose, par la manière dont là, on est en train de dialoguer avec vous sur les possibilités à faire. Voilà, c'est cette création de récits à différentes échelles qui permettrait de convaincre les gens et d'amener à une autre façon de faire société ensemble. C'est une réponse assez large, mais la question est, est vaste. C'est un début de réponse. Pour les autres questions, je répondrai peut-être après. Je peux te laisser parler, Chiara ou Valentine, si tu veux Vas-y, Chiara, répondre si tu déjà veux. en premier temps. Donc, je suis majoritairement très d'accord avec ce que dit Mathéo. Je pense que on a la même vision, puis je pense que ça se voit aussi dans nos projets respectifs de toute façon. Mais je pense qu'effectivement, l'architecte, aujourd'hui déjà et dans le futur, il aura vraiment un rôle de médiateur et de cette idée de coordination parce qu'il a finalement toujours eu un peu une compréhension globale. On a toujours travaillé avec des corps de métiers différents et on fait dans notre quotidien ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on élargisse en fait ces corps de métiers avec lesquels on travaille, mais aussi, et c'est déjà ce qui se voit dans beaucoup de projets, que ça soit urbains ou des projets d'architecture, d'inclure plus fortement la participation des gens et vraiment pour essayer de faire apprendre, enfin, d'avoir une sorte de prise de conscience globale et de faire au fur et à mesure un peu évoluer les mentalités. C'est vraiment cette communication entre tous les spécialistes qui chacun finalement ont leur vision très particulière de la situation. Mais dans cette communication sur la compréhension globale, c'est comme ça que justement on peut amener à cet imaginaire dont parlait Mathéo et qui nous permet de visualiser en fait le futur potentiel qu'on pourrait avoir et donc d'amener les gens vers ce futur. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de... Enfin, en fait, l'architecte, il a aussi cette vision de quelque chose qui sera, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et de toute la population, et donc de pouvoir amener les gens plus facilement à cette image du futur et de comment il pourrait être ou comment il serait et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il ne soit pas comme ça dans des cas plutôt pessimistes. Je pense que ça passe vraiment par une idée de la communication en fait entre tous les spécialistes qui des fois sont un peu hermétiques encore aujourd'hui parce qu'on parle de grandes problématiques qu'on comprend pas forcément à notre petite échelle en tant qu'habitant, en tant que collectif ou même en tant qu'architecte des fois. Je te laisse continuer, Suzanne. Apparemment, tu as d'autres questions, d'autres remarques. Oui, donc j'entends là
la formation des collectifs. Donc, ça veut dire que vous vous organisez pour pouvoir communiquer. Après, de manière plus concrète, je me pose moi-même la question, comment en fait agir une fois qu'on a les diplômes, parce que c'est voilà, c'est une étape. Quelles sont les autres étapes possibles? Parce que finalement, ça touche aussi des questions politiques, des questions de communication, etc. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi être prêt à aller à cette prochaine échelle, en fait? Euh, Par exemple, il y a l'ETH Zurich, une partie de l'ETH Zurich, ils ont lancé cette initiative européenne Housing Europe qui lutte contre la démolition des édifices et pour leur réhabilitation. Et ils ont réussi à créer cette association. Ils sont en train de collecter 1 million de signatures. J'espère qu'ils vont les collectionner pour changer en fait les lois de la démolition à l'échelle européenne. Ils ont mis en place une très bonne communication avec des films, des documentaires et des groupes d'étudiants qui sont comme des ambassadeurs qui vont dans des écoles dans d'autres pays européens pour projeter ces films et pour en tourner de nouveaux films. Donc il y a là, par exemple, dans cette action, ça dépasse les collectifs d'une agence et ça devient une sorte hyper un collectif politique à une très grande échelle. Une autre manière, évidemment, c'est aussi d'intégrer les collectivités locales, la politique. Là, ça aussi, c'est une manière d'agir sur un autre niveau plus politique. Donc voilà, où est-ce que vous voyez les possibles et les possibles plateformes et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir pour ou lancer ou stimuler pour avoir un rayon d'action plus important? Bah, comme vous le disiez, je pense qu'il y a aussi le rôle de l'archi, et c'est ce que Chiara et Matteo ont un peu évoqué tout à l'heure, il y a tellement de domaines qui vont être impliqués dans cette transition que je pense qu'en tant qu'archi, il va falloir aussi vachement s'intéresser à tout ce qui va graviter autour de tout ça. Donc ça va être la politique, ça va être l'économie, ça va être les collectivités, les habitants, essayer de comprendre leurs besoins, comment nous, on peut essayer justement de pallier avec les connaissances qu'on a et les connaissances qu'on va apprendre aussi des autres personnes qu'on va fréquenter. Je trouve que c'est aussi tout l'intérêt d'un collectif, d'avoir des personnes de plusieurs domaines différents qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous et donc ça va enrichir les propos. Euh, et l'idée, c'est pas juste de construire un bâtiment comme ça et de l'apporter et de dire, bon bah voilà, je suis architecte, mais plus de mettre le point, en tout cas, sur une problématique et se dire, bon, bah, de cette problématique va découler tout un tas d'acteurs, tout un tas d'autres problématiques. Euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez flou, mais Ouais, mais c'est ça. c'est aussi pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, en fait, et aussi sur ce que Suzanne disait, c'est on a des connaissances dans des domaines, on a des personnes qui nous aident dans tout un tas d'autres domaines, je pense au bureau d'études par exemple. Mais en fait, il y a différentes sphères où l'architecte n'intervient pas forcément, ou très peu. Et je sais que, alors en Suisse, je pense que c'est plus répandu, mais en France, j'ai l'impression que l'architecte ne va pas forcément s'insérer dans les sphères plus politiques, peut-être à l'échelle locale de collectivité, mais c'est vrai que par exemple au Parlement, il y a très peu d'architectes. Je crois qu'au Sénat, il y en a deux en France. À l'Assemblée nationale, il y en a très peu, voire pas du tout. Et donc c'est aussi des questions qui font partie de la manière dont le métier va évoluer. Peut-être que l'architecte, alors il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se demandent beaucoup d'architectes qui se demandent si c'est encore une bonne idée de construire aujourd'hui. Et peut-être que, enfin, surtout dans notre génération, et alors c'est un grand débat qu'on va pas pouvoir répondre ce soir, mais il y a cette question-là aussi de comment est-ce que l'architecte peut investir différentes sphères que celui de la construction, que ce soit celui de s'investir dans le rôle de la politique, ou alors de s'investir par exemple dans des environnements d'application de politique publique, que ce soit dans des ministères ou dans des endroits où il y a un intérêt à apporter une voix qui est peu portée à ce jour. Je sais que
Par exemple, en France, il y a l'ordre des architectes, où le président ou la présidente va souvent rencontrer des personnalités ou des ministres aussi, qui font cette démarche d'alerter sur un certain nombre de domaines que nous, on connaît, où on a des retours du terrain, où on sait ce qu'il faut faire, et où en tout cas, on a des idées de comment, des stratégies à développer. Donc effectivement, c'est peut-être aussi aller s'emparer de différents domaines et de décloisonner l'architecture, parce que, comme le disait Suzanne tout à l'heure, on a cette idée un peu qui est en train d'évoluer, mais qui est encore présente dans l'idée commune de l'architecte, c'est que l'architecte produit un objet, il produit un événement, un bâtiment, et puis après, c'est son seul rôle. Et je pense que il faut décloisonner la manière dont nous, on participe à la fabrication d'un territoire, à la fabrication de bâtiments, et aussi infiltrer d'autres sphères pour essayer de changer un peu à la fois la vision que on a de l'architecte, de se dire, bon, bah, l'architecte, il va encore nous poser des problèmes, ou ah là là, c'est trop cher, ou ah là là, qu'est-ce qu'on va faire de ces idées, et d'aller s'investir avec nos armes aussi, notre manière de réfléchir, avec nos dessins et nos idées dans d'autres domaines. Voilà. Et je pense que aussi quelque chose peut-être qui pourrait être intéressant à réfléchir, mais qui est très complexe à mon avis, c'est de voir comment peut-être des fois changer aussi les systèmes qui aujourd'hui sont en place, parce que c'est aussi des systèmes qui sont tendance à être très cloisonnés, très hiérarchisés, qui impliquent beaucoup de normes et avec beaucoup de longs processus qui sont à différentes échelles politiques, mais qui du coup des fois créent aussi un peu une dissonance entre le projet architectural ou urbain euh, dans son, dans son laps de temps à lui par rapport au laps de temps qui serait plutôt législatif. Et donc, on peut avoir souvent des décalages en fait entre ce qui est imaginé à un certain moment et ce qui va finalement sortir de terre plus tard, souvent qui est déjà quasiment obsolète ou va l'être très rapidement parce que en fait, on a des échelles de temps de quasiment 10 ans sur certains projets. Et en 10 ans, on se rend compte que bah, les modes de vie vont déjà évoluer, que le changement climatique va forcément beaucoup évoluer au vu à la vitesse à laquelle il s'accélère aujourd'hui. Et donc, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait aussi réussir avec bah, justement plutôt les collectivités, l'État, ce genre de choses, à voir comment on peut peut-être débloquer certains points pour essayer d'agir plus vite à certains moments, ou en tout cas avoir un échange plus rapide qui permettrait peut-être de réduire ces laps de temps et donc de faire que l'architecture ou l'urbanisme, des fois, soit moins obsolète rapidement que ce qu'on peut remarquer, je trouve. Mm. Ouais, donc il faudrait en fait agir sur différentes échelles et sur différentes temporalités et sur voilà, à la fois à des échelles politiques, à des grandes échelles, aussi agir peut-être sur les lois et en même temps implanter une certaine conscience et une certaine euh, réponse aux problématiques concrètes à l'échelle locale. Donc je pense qu'il y a en fait ces deux champs de bataille à mener en parallèle. Il y a par exemple, il y avait un diplôme à Versailles, là, où j'étais dans le jury euh, l'année, enfin, en janvier. Une fille qui a élaboré une nouvelle loi pour l'eau du littoral, enfin une nouvelle loi du littoral pour face à la montée des eaux. Quelle zone devrait, comment gérer en fait ces différentes zones, un peu comme tu le faisais aussi, Chiara, avec les temps par rapport à la hauteur, par rapport à s'ils sont inondables ou pas. Et elle aussi élaborait une sorte de catalogue d'actions possibles dans les différents cas de figure. Inondation, combien de fois, combien de centimètres, éloignement des inondations et comment réagir en fait sur un plan législatif. Donc elle a pas seulement étudié la loi du littoral, mais elle a réécrit la nouvelle loi du littoral en fait. Et elle est allée voir l'ancien ministre de la Culture, Philippe Petit, qui a travaillé aussi sur ces questions-là. Euh, c'est en cours, j'ai pas eu de retour depuis, mais je trouve ça quand même assez courageux aussi de se dire, quitte à oser en fait.
de voir les acteurs du terrain avec son projet tout prêt, la nouvelle loi du littoral face au changement climatique et la montée des eaux. Je l'ai d'ailleurs conseillé de aussi candidater pour le Transition Seat pour l'année prochaine. Donc voilà, je pense que c'est important. Je sais pas ce que tu en penses, Panos, par rapport à cette question de l'action à quelles échelles. Ça nous démange beaucoup toutes ces questions, comme tu sais, depuis très longtemps. Et merci d'avoir posé ces questions, d'avoir élevé le débat à un niveau philosophique global. Je pense que c'est très important que ça ne soit pas que technique, que ce soit pas que scientifique, mais aussi dans la question de la négociation, du politique, du collectif, des questions évidemment qui se croisent. Et merci vraiment à Chiara et à Matteo et à Valentine d'avoir aussi élevé le niveau de la discussion grâce à ce projet. C'est une évidence que nous avons deux très bons projets, trois excellentes architectes et urbanistes qui vont sortir. Toutes ces dimensions convergent au fait que la structure, l'urbanisme et le paysage deviennent disons, des disciplines stratégiques pour la transformation des territoires dorénavant. Plus stratégique qu'avant, parce que jusque-là, il fallait juste avoir une bonne capacité de construire. On construisait sur la base d'un climat stable. À partir du moment où le climat n'est pas stable et que nous aurons au moins 100 ans de dérèglement climatique, l'ensemble des questions que nous se sont posées, qu'on s'est posées jusqu'aujourd'hui, presque tombe dans le vide. On ne saura même pas si on pourra semer l'année prochaine, les années suivantes, si la pluie va permettre aux grains de sortir, si on aura notre pain quotidien, et d'où viendra notre pain quotidien. Il ne faut pas parler, bien sûr, de construction. Je voyais les très beaux dessins de deux diplômes. Je me posais la question, qui va les construire? Est-ce qu'on aura des techniciens qui sauront faire exactement à la fois ce qu'a proposé Matteo et Valentine et ce qu'a proposé Chiara d'autre part, physiquement? Qui va aller là-bas pour mettre le pied dans le vide et qui saura le faire? Est-ce qu'on aura des techniciens qui sauront passer, transmettre les techniques? Ce sont des techniques qu'on a depuis longtemps, mais est-ce qu'on aura des gens qui vont rester sur les montagnes s'il n'y a pas de tourisme, s'il n'y a pas des revenus, etc., etc. Mais avant de répondre, je voudrais juste ouvrir le débat à la salle. Et donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des réactions? Je pose des questions, mais je vois quand même entre-temps Héloïse Vaujour et je me permets de lui passer la parole. Mais merci de me laisser la parole. Merci aux intervenants pour leurs questions. Moi, j'avais une question par rapport de l'ordre un peu philosophique, toujours. On parle de l'architecte comme quelqu'un qui doit avoir un peu une mainmise sur tout, qui joue un petit peu un rôle de coordinateur. Mais actuellement, la façon dont je vois un petit peu l'architecture, c'est qu'au final, en sortant d'école, chacun se spécialise un petit peu sur un aspect assez particulier. Et je trouve qu'il y a une sorte de opposition entre cet aspect de coordination générale de l'architecte qu'on a et au final de voir de plus en plus de jeunes architectes ou étudiants qui se spécialisent sur la terre crue, sur l'hydrologie, etc., etc. Et je voulais un petit peu parler avec Matteo, Valentine et Chiara et savoir si justement qu'est-ce qu'ils considéraient s'il fallait avoir plutôt un rôle spécifique, de se spécialiser en tant qu'architecte sur un sujet en particulier, ou justement continuer à avoir ce rôle un petit peu de coordinateur généraliste qui est au courant de plusieurs disciplines en même temps. Bien, merci Héloïse pour cette très belle question, très juste question. Qui veut répondre? En fait, ce qui est intéressant et ce qu'on entend de plus en plus, j'ai l'impression en ce moment, c'est que effectivement, comme tu dis, il y a énormément de spécialisation et énormément de nouveaux sujets qui viennent, comme la terre crue, qui sont encore des sujets qui sont pas forcément très, enfin, c'est à la mode, mais c'est pas encore techniquement très développé, on va dire, dans la construction, en tout cas en France. Et ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que tu as formulé l'architecte comme généraliste. Le parallèle est intéressant à faire avec la médecine, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, où on a des médecins qui se spécialisent dans tout un tas de domaines, cardiologie, etc., et des médecins qui sont généralistes. Et donc, je trouve que le parallèle peut être intéressant avec l'architecture, où en fait, il faut que tout le monde aille dans les sujets qui lui plaisent.
et qui sont d'un intérêt pour la transition et la façon de changer la manière de vivre et nos modes de vie. Et donc effectivement, pour moi, il y a les deux qui existent. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est à la fois des gens qui vont se spécialiser pour être des pointures dans des domaines très spécifiques, dans les matériaux biosourcés, dans la réutilisation, la déconstruction de bâtiments, et puis des architectes qui seront à la fois, on va dire, des négociateurs ou des gens qui seront capables de parler de plusieurs sujets à la fois, sans en être spécialistes, mais de pouvoir faire des ponts, faire des passerelles, créer des liens, comme on a dit tout à l'heure, entre différents domaines, et pas forcément peut-être dans le domaine de la construction à proprement parler, mais peut-être dans différentes sphères, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour essayer d'envoyer le plus possible de messages et de parler au plus de personnes possible. Et voilà, je pense que les deux vont ensemble pour moi. Au-delà de parler, d'embrasser des problèmes complexes à différentes échelles et d'en faire la synthèse, en fait. C'est plus que parler, enfin déjà, il faut, non, c'est avoir cette compréhension de la complexité de différentes échelles qui s'enchassent, les différentes problématiques qui s'enchassent. Et peut-être tu veux répondre aussi à la question des Panos concernant la question sociétale, en fait, qui vivra encore en montagne, qui plantera encore, est-ce que voilà, est-ce que cet écosystème qui existe actuellement, il y a encore des pêtres, il y a encore de l'agriculture, il y a encore des paysans, est-ce que ça peut continuer dans l'avenir? Et si oui, que faut-il faire? Parce que vous avez parlé à un moment donné, vous avez dit il y a aussi le tourisme, mais qui sera voilà, autour de la question de l'eau, autour de la question des montagnes. Donc c'est peut-être aussi un shift à opérer de l'après-ski. Voilà, s'il n'y a plus de ski, est-ce que il faut quand même maintenir une certaine activité en montagne pour que les gens puissent y rester aussi et survivre. Donc Ouais, c'est vrai. Bah, on sait que là, aujourd'hui, beaucoup de gens, et notamment les personnes qui s'occupent des stations de ski, ont du mal à se projeter et n'ont pas envie de se projeter dans un avenir où il n'y a pas de ski. On l'a vu l'autre fois avec une glaciologue qui nous expliquait que elle rencontrait énormément de gens qui étaient gestionnaires de stations et qu'ils construisaient encore des bassins de rétention d'eau pour faire de la neige artificielle, alors qu'on voit en même temps les glaciers fondre à vitesse grand V. Et donc, il y a cette question effectivement de qu'est-ce qu'on va faire dans les vallées de montagne, sachant que c'est des territoires qui sont doublement intéressants parce que d'un point de vue changement climatique, on va dire que c'est les premiers dans la chaîne touchés avec le cycle de l'eau et donc un manque d'eau dans leurs activités. Et en même temps, c'est un territoire qui est extrêmement isolé de par la géographie. Et donc, c'est des territoires qui, de toute façon, ont des manières de vivre, des manières de fonctionner qui sont différentes de certaines métropoles ou de certaines autres vallées moins pentues, on va dire. Et donc, c'est des territoires qui ont ce questionnement double qui est à la fois difficile à appréhender et en même temps, ça permet de créer aussi une sorte d'écosystème entre eux. Et donc, c'est justement à nous, personnes qui allons construire, aménager, planifier, imaginer ces territoires-là, de créer des nouvelles manières de s'investir dans ce territoire-là. Permettez-moi de reprendre un peu le relais parce qu'on arrive à la fin. Je pense qu'il y a tellement de gens qui sont là à rester ce soir, c'est quand même exceptionnel. On pourrait continuer encore 2 heures la discussion, c'est magnifique. Mais je vous propose de continuer à travers les canaux de la Fondation, certainement avec vous toutes et tous. Je vois là Anne Josselin qui parle un peu de réfugiés climatiques qu'on va devoir, d'autres territoires vont recevoir forcément, d'une manière ou d'une autre, de manière paisible ou pas, de manière facile ou pas. C'est des questions qui sont posées en permanence. L'Europe elle-même, reçoit les réfugiés climatiques d'autres territoires. Et on sait pas, et voyez les résultats politiques actuellement. Nous sommes donc disons, un chaos politico-économique et social dans lequel nous devrons, en tant qu'architectes spécialistes ou généralistes, opérer. Et ce sont des questions
qui me permettent justement d'introduire la question de la prospective stratégique. Jusque-là, nous avons toujours planifié et fait du projet de la manière classique, ayant à notre disposition une palette d'outils et de dispositifs qui nous permettent d'arriver au bout de notre démarche, qui était celle d'un bâtiment, celle d'une ville ou d'un territoire. Justement, l'incertitude nous oblige, architectes, urbanistes et paysagistes, de penser non pas en termes de planification, mais en termes de prospective stratégique. Ne pas fermer, mais ouvrir. Ne pas ouvrir des scénarios. Et ce sont des nouvelles techniques que ici à la Fondation, nous avons développées avec les Grands Genève, le Luxembourg et le Grand Paris depuis longtemps. Nous vous proposons de rester en contact pour parler justement de ces nouvelles manières de faire du projet, qui n'est pas celle qui aboutit à quelque chose qui serait un objet finalisé, mais plutôt sur des palettes d'options à partir desquelles les stakeholders, disons, les acteurs du territoire devraient prendre des décisions. Ce qui est encore plus compliqué, mais rien n'a dit que le monde est facile aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de clore, si vous êtes d'accord, cette soirée ici. Il est 19h05 et je pense qu'on serait capable vraiment de continuer la discussion. Et nous sommes ravis de vous avoir reçu aujourd'hui de cette très belle discussion. Merci d'abord à Suzanne d'avoir posé ces questions et venu passer son temps avec nous ce soir, mais aussi à Matteo, à Valentine et à Chiara pour cette très belle présentation. Merci encore pour votre présence et bonne soirée. Merci de la part de la Fondation Braillard Architectes. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.